Saviez-vous qu'un Canadien sur 10 souffre d'une maladie rénale? Comme il n'y a souvent aucun symptôme jusqu'à ce que la maladie soit très avancée, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont la maladie avant d'avoir perdu la plupart de leur fonction rénale. C'est pour ça qu'il est très important de connaître les facteurs de risque de l'insuffisance rénale. J'aimerais donc présenter maintenant notre première conférencière, la docteure Joanne Koppel. Elle est professeure de médecine clinique à la division de néphrologie de l'Université du Saskatchewan. Elle est actuellement responsable de la santé rénale et responsable de la clinique de néphrologie chronique et du programme communautaire de santé rénale de l'autorité sanitaire de Saskatoon. Elle est présidente du comité des programmes nationaux et des politiques publiques de la Fondation canadienne du rang et aussi membre du conseil d'administration et conseillère médicale de la branche de Saskatchewan de la Fondation du Rhin. Elle était également la coprésidente du comité d'utilisation et d'application des connaissances de CanSolve. Merci, Dr. Campon. Merci, Mike, pour cette gentille présentation. Est-ce que tout le monde peut bien m'entendre? Oui, oui, nous entendons, docteur. Donc, encore une fois, merci pour cette aimable introduction. À travers cette série de questions, pendant les 30 minutes qui vont suivre, j'espère pouvoir répondre à vos questions, bien sûr. Et nous allons parler de ce que sont les reins, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'une maladie rénale chronique, qu'est-ce qui cause des dommages aux reins, comment savoir si vous êtes à risque, quels sont les tests à faire pour savoir si vous avez une maladie rénale chronique, qu'est-ce que vous devriez savoir sur ces maladies chroniques, comment garder vos reins en bonne santé. Et si on vous a parlé de maladie rénale chronique, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, qu'est-ce que sont les reins? Les reins, en fait, sont des collecteurs de déchets sophistiqués. Normalement, vous avez deux reins, le droit et le gauche, qui sont situés sous vos côtes inférieures. Ils sont à peu près de la taille de votre poing fermé. Voilà donc une image de l'anatomie des reins et chaque rein est composé d'1 million de néphrons. Le néphron est le terme médical pour désigner les unités de filtrage. Vous avez donc environ 1 million de néphrons dans votre rein droit et 1 million de néphrons dans votre rein gauche. Et ce néphron, ou unité de filtrage, est composé d'un glomérule, qui est cette boule rouge de vaisseau sanguin que vous voyez ici, et cette série de tubes. Et c'est vraiment là où le glomérule et la série de tubes sont, où toute l'action se situe. Des déchets comme la créatinine, dont nous parlerons dans une minute, l'eau, le sel, les médicaments et autres minéraux sont filtrés par ce glomérule. Ils entrent dans les tubules et les tubules réabsorbent ce dont le corps a besoin. Donc, ces tubules vont réabsorber l'eau si vous en avez besoin, ils vont réabsorber le sel si vous avez besoin de sel, puis ils réabsorbent d'autres minéraux si c'est dont vous avez besoin. Et tout ce travail effectué par ce glomérule et ces tubes se fait par un processus très complexe et très organisé. Le produit final est alors ce qu'on appelle l'urine. Et cette urine descend dans un autre tube appelé l'urètre jusqu'à ce que la vessie, qui est en fait un dépôt élastique très sophistiqué. Vous savez, puisque lorsque la vessie est pleine, elle est éliminée par le corps par un autre tube qui s'appelle l'urétra. Donc, les reins sont des organismes fascinants. Alors, comment fonctionnent-ils? En fait, ils ont 4 fonctions principales. Ces filtres éliminent les déchets de votre sang et les déchets sont formés par le travail de votre corps. L'un des déchets que les reins éliminent s'appelle la créatinine. C'est un déchet du travail musculaire. La créatinine est donc un test sanguin très utile car il nous indique le fonctionnement des reins, à quel point ces filtres filtrent les déchets. Un taux élevé de créatinine dans le sang signifie que les reins ne fonctionnent pas très bien. Le deuxième rôle des reins est de maintenir un contrôle très strict des minéraux importants, tels que comme le potassium, le calcium, le phosphore et le sodium ou le sel.
Le troisième rôle des reins est de réguler la quantité d'eau dans notre corps. Donc, si vous avez trop d'eau dans votre corps, le rein s'en débarrasse. Si vous n'avez pas assez d'eau dans votre corps, le rein essaie de récupérer autant d'eau que possible, eau qui a été filtrée par le glomérule. Enfin, le quatrième rôle du rein est de produire des hormones. Et les hormones sont des messagers chimiques. Le rein produit des hormones qui aident à produire des globules rouges. Cette hormone s'appelle l'érythropoïétine, ou EPO en abrégé. Mais le rein produit également d'autres hormones qui régulent la pression sanguine et d'autres hormones qui maintiennent l'équilibre du calcium. Alors, qu'est-ce que l'insuffisance rénale chronique? Eh bien, si ces filtres dans les reins sont endommagés, alors ils ne font pas bien leur travail. Donc, ils sont incapables d'éliminer tous les déchets de votre sang. Alors, rappelez-vous que la créatinine est l'un de ces déchets. Donc, si les filtres rénaux ne peuvent pas éliminer toute la créatinine, alors la créatinine sanguine augmente et cela nous indique que les reins ne fonctionnent pas très bien. Si vous avez une maladie rénale chronique, ces minéraux importants ne sont pas équilibrés. Alors le potassium peut être trop élevé et s'il est haut, le cœur peut s'arrêter de battre. OK. Alors, les taux de calcium et de phosphore ne sont pas forcément tout à fait corrects, donc cela pose des problèmes. Donc, alors la production d'hormones est excessive ou insuffisante. Alors, souvent, on n'a pas assez d'eau dans le corps. Attendez. Alors, il y a une autre fonction. Donc, encore une fois, la quatrième portion, c'est de produire des hormones. Et si les reins ne fonctionnent pas bien, il n'y a pas assez d'hormones. Donc, soit il y en a trop ou pas assez. Donc, s'il y en a trop, alors la tension artérielle monte et pas assez, on devient anémique. Et là, ça pose un problème. On devient fatigué. On a plein de problèmes. La définition officielle de la maladie, c'est des mauvais, donc des niveaux de fonctionnement très bas des rénales. Donc, il faut bien comprendre la définition de la maladie rénale. Si votre taux de créatinine augmente et, et qu'ensuite elle redescend dans les 2 ou 3 mois, c'est que vous n'avez pas de maladie rénale. Alors, quand vous avez… alors, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui cause, donc, encore une fois, les lésions rénales? Il y a 2 causes. La première, c'est le diabète et le deuxième, c'est la tension artérielle. Ces 2 conditions causent à peu près 75% des problèmes pour les gens qui doivent aller en dialyse. Alors, il y a 2 causes, bien sûr. Les plus fréquentes de lésions rénales ou de maladies rénales chroniques sont le diabète et l'hypertension artérielle. Alors, il y a le polykystose rénale ou le PKD. Il s'agit d'une cause héréditaire ou génétique de maladies rénales. Les filtres rénaux sont comprimés par la croissance de nombreux kystes rénaux ou sacs remplis de liquide. Il y a aussi la glomérulonéphrite. C'est le filtre du rein qui est endommagé parce qu'il y a eu une infection, il y a eu un problème avec le filtre. Donc, il y a une infection comme une hépatite C ou alors l'organisme qui attaque le filtre du rein, comme quand on a du lupus. Alors, comment on sait si on est à risque? Alors, il y a des facteurs majeurs, donc le diabète, la tension artérielle, mais les personnes qui ont aussi des antécédents familiaux de maladies rénales, ceux-là aussi sont à risque. Les personnes souffrant d'une maladie des vaisseaux sanguins, comme un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou une amputation des orteils ou des jambes, ou alors vous avez une amputation, ce genre de choses peut amener cette maladie. Donc, il y a 60 000 miles de vaisseaux sanguins dans votre corps. Donc, vous voyez, cette maladie des vaisseaux sanguins peut attaquer n'importe quel organe dans votre corps. Les personnes aussi qui fument sont beaucoup plus aptes à avoir des maladies rénales. Il y a aussi les personnes
qui appartiennent à certains groupes ethniques comme les autochtones, les Inuits, les Asiatiques, les Hispaniques ou les Africains, qui sont à plus grand risque que les Blancs, que les Caucasiens. Donc, dans ces groupes, il y a beaucoup plus de tension artérielle aussi, donc, et de diabète. Donc, ils sont plus à risque. Alors, comment est-ce qu'on sait? Alors, pour savoir si on est à risque, vous allez sur le site de la Fondation du Rhin au Canada et vous pouvez faire un test. Vous pouvez répondre au questionnaire. Vous avez 10 questions sur le site de la Fondation du Rhin. Vous pouvez utiliser le code QR qui est sur la diapo ici. Alors, quels sont les tests? Quels tests doit-on subir pour savoir si on est atteint de maladie rénale chronique? Il y a 3 tests très simples. Alors, il faut vérifier la tension artérielle. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas un test. Mais bon, un test de la tension artérielle, c'est encore un test. Parce que si on a de la tension artérielle élevée, on a plus de risque d'avoir de maladies rénales chroniques. Il y a ensuite le test sanguin pour déterminer le taux de créatinine dans le sang. Souvenez-vous que c'est un déchet qui s'accumule dans les filtres rénaux. Donc, on peut aussi calculer le pourcentage des fonctions rénales. Ce calcul s'appelle le EGFR, le taux de filtration glomérulaire estimé. Alors, c'est comme ça qu'on voit les taux de filtration. Peut-être qu'à la clinique, une personne va vous dire vous êtes à 45% de fonction rénale. C'est ce que ça veut dire par ce taux de filtration. Et la troisième test que vous pouvez faire, c'est de faire une recherche de protéines dans l'urine. La présence de protéines dans l'urine, ça veut dire que les filtres rénaux sont endommagés et laissent échapper des protéines du sang. Donc voilà, ce sont des tests très simples. Vous n'avez pas à avoir des CT scans ou des RMI, des MRI, pardon. Vous pouvez faire ça avec votre docteur généraliste, c'est tout simple. Donc, alors, qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à la maladie rénale chronique? Ces choses, tout ça, c'est très commun. 1 sur 10 Canadiens a une forme de MRC. Alors, c'est une maladie qui peut être très silencieuse, très silencieuse. La plupart des gens ne développent aucun symptôme avant d'avoir perdu 70, 80% ou même parfois 90% de leur fonction rénale. Donc, des fois, il n'y a pas de symptômes. Donc, c'est très silencieux. Si les filtres du rein sont chroniquement endommagés, ils ne peuvent pas se guérir eux-mêmes. Ce n'est pas comme le foie. Si le foie est en échec, bon, il y a moyen pour qu'il se guérisse lui-même, mais le rein ne peut pas faire cela. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir aussi sur les maladies rénales? Alors, la MRC augmente le risque de décès par une crise cardiaque ou d'un arrêt cardiaque, disons. Donc, c'est important de réduire ce genre de risque. Alors, aussi, il y a d'autres choses qu'on doit savoir, c'est que cette maladie rénale peut conduire à une insuffisance rénale ou à une maladie rénale en phase terminale. C'est ce qu'on appelle une maladie rénale en phase terminale. Une personne qui présente un risque accru peut développer des lésions rénales qui peuvent évoluer vers une réduction de la fonction rénale et finalement une insuffisance rénale. Donc, encore une fois, cela avance très, très rapidement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que seulement 3% des personnes atteintes d'une maladie rénale chronique souffriront d'une insuffisance rénale totale. Donc, ça, c'est la bonne chose. C'est un bon point dont on doit se rappeler si on a une maladie rénale chronique. Alors, si cette maladie est détectée à temps, il existe des traitements qui sont avérés capables de ralentir, même d'arrêter la diminution de la fonction rénale. Et ces traitements sont largement disponibles. Comme ça, ils sont de bon marché, mais pas toujours. Des fois, ils sont coûteux, mais toujours pas. Alors, si on ne peut pas ralentir ou arrêter la diminution de la fonction rénale, le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire diminue.
Donc, la chose la plus importante que vous pouvez faire pour que vos reins soient en bonne santé, c'est vraiment d'avoir une tension artérielle qui soit bonne dans les paramètres, hein. Et donc, c'est à moins de 140 sur 190. Et lorsque vous avez du diabète, hein, vous avez par exemple 130 sur 80. Et dans un article récent, eh bien, les personnes à haut risque, hein, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 50 ans, les gens qui ont des problèmes des problèmes cardiaques, etc. Ce serait donc à 130 à 80. Donc la tension artérielle, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour que vos reins soient en bonne santé. Mais tout le monde a une cible pour la tension artérielle. Et donc, il faut vous demander à votre généraliste quelle est cette cible de tension artérielle pour vous. Et il existe de nombreuses façons de contrôler votre tension artérielle. Par exemple, en adoptant une alimentation saine, en faisant régulièrement de l'exercice, en limitant la consommation de sel, d'arrêter de fumer, en utilisant des moyens pour réduire le stress et des techniques de relaxation. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est limiter votre consommation de sel, hein, et donc aller de moins de 2300 mg par jour, hein, c'est-à-dire ça représente une cuillère à café de sel. Et la salière n'est généralement pas le problème, hein, c'est le sel caché dans les aliments qui en est la cause. Et donc, il est important de bien lire les étiquettes des aliments. Et donc, vous devriez choisir des produits contenant moins de 10% de la valeur quotidienne en sodium. Et donc, ces produits sont plus bas en taux de sodium. Vous devriez aussi manger plus de fruits, plus de légumes, donc un régime un peu méditerranéen qui permet de réduire la pression artérielle, ce qui évidemment contribue à la bonne santé de vos reins. Vous devriez aussi être actif le plus possible. Si vous avez des problèmes de mobilité, des exercices sur une chaise peuvent vous aider. L'activité physique améliore la tension artérielle, la glycémie, la respiration, votre fonction cardiaque, le sommeil, votre santé mentale et certainement peut avoir un effet pour réduire votre poids, donc perdre du poids. Donc, tension artérielle, aller bouger. Et évidemment, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est arrêter de fumer, hein. Si vous fumez, comme on l'a dit plus tôt, vous avez un risque de 2 à 4 fois plus élevé de souffrir d'une insuffisance rénale. Et si vous êtes diabétique, vous devriez essayer de maintenir votre taux de glycémie dans la fourchette cible. La même chose pour la tension artérielle. Tout le monde a une cible pour leur taux de glycémie parce que tout le monde est différent. Évidemment, chaque personne est différente et chacun a une cible différente pour le taux de glycémie ainsi que la tension artérielle. Donc, demandez à votre médecin ou à votre infirmière quelle est votre cible et vous devriez aussi leur demander quand vous devez vérifier votre taux de glycémie parce qu'il y a des gens qui doivent le faire quasiment tous les jours. Alors, comme je le disais, perdre un peu de poids si possible, ça améliorera votre pression artérielle et votre glycémie et ça aidera les reins à être en meilleure santé. Donc, les maladies, les insuffisances rénales sont plus susceptibles de se développer chez les personnes obèses, même en l'absence de tension, d'hypertension artérielle ou de diabète. Et donc, les personnes en surpoids ou obèses ont 2 à 7 fois plus de risque de développer une maladie rénale en phase terminale. Alors, quelle est la définition de l'obésité ou d'être en surpoids? Alors, le CDC aux États-Unis définit l'obésité ou le surpoids, c'est un poids qui est au-delà de ce qui pourrait être en bonne santé avec la grandeur d'une personne. Donc, c'est l'index de la masse du corps. Mais souvenez-vous, le BMI, c'est juste un outil de surveillance. Ça ne vous dit pas vraiment quel est votre taux de graisse, hein, dans votre corps, parce qu'une personne peut être considérée obèse ou en surpoids, mais serait toujours en bonne santé relative, on va dire, hein. Quelquefois, c'est plus important parce que vous avez la graisse qui est dans votre ventre et donc ça augmente vos risques d'insuffisance rénale. Et si vous avez une infection aussi de la vessie et surtout si vous êtes diabétique, eh bien vous devriez vous en occuper rapidement parce que quelquefois une infection de la vessie
peut être un signe que vous allez avoir une infection rénale. Et ça peut créer des dommages au rein. Et donc, si vous êtes diabétique et vous avez des symptômes d'infection de la vessie, vous devriez vous en occuper rapidement afin de garder les reins en bonne santé. L'autre chose que vous pourriez faire, c'est de faire très attention à l'utilisation de médicaments qui sont vendus à la pharmacie, hein, sans ordonnance. Hein. C'est ce qu'on appelle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qu'on appelle AINS, comme par exemple Advil, Motril, Naprosine, Aleve, qui ça peuvent avoir des maladies chroniques, qui peuvent vous amener des problèmes chroniques. Et donc, ça peut avoir des problèmes pour les filtres du rein. Vous avez aussi l'acide aristocolique, qui est un médicament que vous trouvez dans les remèdes à base de plantes. Certains décongestionnants, comme le Sudafed, peuvent aussi avoir des problèmes pour les reins, surtout si vous souffrez de tension, d'hypertension artérielle. Donc, demandez à votre pharmacien ce qui irait bien pour vous si vous avez des insuffisances rénales chroniques. Et puis, les suppléments, ce qu'on appelle les suppléments, les produits, les remèdes à base de plantes. Et donc, une personne en bonne santé, peut-être, dans certains cas, ça pourrait être dangereux de prendre ces suppléments. Hein. Ces suppléments ne sont pas régulés, donc vous ne savez pas, ne sont pas réglementés. Donc, vous ne savez pas vraiment, les produits naturels à base de plantes, quelquefois, contiennent de l'arsenic, du mercure et du plomb. Et tout ça, c'est mauvais, c'est toxique pour les reins. Donc, vérifiez toujours avec votre pharmacien ou avec votre généraliste pour savoir si ces suppléments sont bons pour vous. Un des sites que j'ai beaucoup aimé pour les suppléments, ça s'appelle redlineplus.com. C'est un site internet pour les médicaments, mais il y a aussi un onglet pour tous les suppléments à base de plantes. Et ça vous donne un inventaire et ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, vous pouvez aller sur le site. Vous n'allez pas vraiment sur le site du fabricant lui-même, hein, parce que ça ne sera pas toujours correct. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour lorsque vous avez des facteurs d'insuffisance rénale chronique ou alors lorsque vous avez des problèmes de diabète ou des problèmes d'hypertension, eh bien, vous devez vous faire tester parce que si on détecte la maladie des insuffisances rénales à l'avance, eh bien, nous pouvons le suivre un traitement à l'avance. Alors, quelqu'un vous a dit que vous avez une insuffisance rénale. Alors, l'objectif ensemble, vous en tant que personne et moi en tant que médecin, néphrologue et de généraliste, eh bien notre objectif c'est de pouvoir ralentir, voire même rabaisser les fonctions rénales. Et pour faire cela, ce que vous faites pour que vos reins soient en bonne santé, ça va aussi peut-être arrêter cette baisse de fonction rénale. Hein. Donc attention, vous avez toujours la pression artérielle, la tension artérielle, hein, 140 sur 90, hein, suivant votre objectif personnel. Contrôlez le taux de glycémie si vous êtes diabétique. Encore, quelle est votre cible, votre chiffre cible? Soyez aussi actif que possible. Limitez l'apport en sodium à 2300 mg de sel par jour. Arrêtez de fumer du tabac ou de faire du vapotage. Faites contrôler votre fonction rénale régulièrement ou selon les recommandations de votre médecin. Alors, que pourrais-je faire d'autre aussi? Que pourriez-vous faire d'autre aussi? Eh bien, 3% des gens qui ont des insuffisances rénales, eh bien, ils vont avoir des problèmes de reins. Et donc, vous avez une baisse des fonctions rénales, malgré tous les efforts de tout le monde, eh bien, vous devriez connaître quels sont vos traitements possibles pour une insuffisance rénale qui ne peut pas être soignée. Parce que le plus les gens connaissent les possibilités, le plus ils sont éduqués sur leurs options pour le traitement d'insuffisance rénale, eh bien, auront de meilleurs résultats et seront en meilleure santé. Donc, n'enterrez pas votre tête dans le sable, n'est-ce pas? N'ignorez pas le problème, vous vous en occupez. Alors, je pense que c'est important de parler des
connaissances, du manque de connaissances, de combler les lacunes en matière de connaissances sur les reins et les maladies rénales, et vraiment de aussi augmenter d'éviter le nombre de maladies et de décès associés aux insuffisances rénales. Vous devriez non seulement être conscient du rôle vital que jouent les reins dans notre organisme, mais aussi connaître les facteurs de risque et savoir comment y remédier. Donc, j'espère que cette brève présentation aura et les lacunes de connaissances que vous aviez, eh bien, vont combler ce que vous avez pu constater. Et encore une fois, nous allons laisser la parole à Mike pour des questions. Merci, Dr. Kapoor. Nous avons le temps maintenant pour quelques questions, mais nous aurons également plus de temps pour les questions à la fin. Donc, je vais demander à Jill de nous rejoindre et où elle peut peut-être rebondir sur les questions qui sont dans la boîte de clavardage. Alors, oui, nous avons pas mal de temps devant nous. Nous avons deux questions. Docteur Coppel, peut-être vous pouvez répondre à cette question particulière. Vous pouvez répéter le site internet, s'il vous plaît, et peut-être on pourra le mettre dans la boîte de clavardage parce que vous allez aller un petit peu trop long. Les gens ont demandé si le curcuma c'était OK pour les insuffisances rénales. Est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien, il y a eu en effet il y a eu en effet sur le curcuma qu'il y a eu quelques effets. Ça pourrait être OK. Hein, le curcuma pourrait être bon pour le corps. Hein, ça ne fait pas de mal. Hein, donc, si vous utilisez du curcuma dans le thé ou autre chose, vous pouvez l'utiliser. Allez-y. Hein. Le site internet, vous pouvez nous le rappeler, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, Medline Plus. Et donc, le site internet, c'est Medline Plus, donc MEDLINE.gov. Alors, parfait, merci. D'autres questions qui nous arrivent, qui sont en rapport aux cailloux rénaux. Quelqu'un posait la question par rapport aux calculs rénaux. Est-ce que ces calculs rénaux, c'est bien de les avoir, peut-être de les enlever? Est-ce que ça peut être géré? D'autres personnes qui sont intéressées avec une réponse en ce qui concerne les calculs rénaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça en ce qui concerne les insuffisances rénales? Alors, s'il n'y a pas d'obstruction, il n'est pas recommandé d'enlever les calculs rénaux. Donc, à moins qu'il y ait vraiment une douleur qui soit chronique. Donc, si quelqu'un a un petit calcul rénal, eh bien, c'est juste recommandé de le laisser en place, mais pour rabaisser le risque d'avoir des calculs rénaux ou qu'ils grandissent, eh bien, vous voulez vous assurer que vous buvez assez de fluide. Et le meilleur fluide, c'est de l'eau toute simple, hein, avec du jus de citron. Et donc, ça a montré que les personnes qui boivent du jus de citron peuvent éviter les calculs rénaux et parce qu'il y a du citrus hein, dans le jus de citron et donc c'est donc pour éviter la production de calculs rénaux. Donc vous en buvez 3 fois par jour. Hein. Ça, ce sont pour les calculs rénaux. Je ne dis pas que si vous n'avez pas de calculs rénaux, vous devriez boire 3 litres d'eau par jour. C'est pas ce que je dis. Mais peut-être, donc, dans le cas où vous avez peut-être des calculs rénaux et donc vous devriez boire pas mal de liquide, n'est-ce pas? Alors, d'autres questions. À quel intervalle les gens devraient se faire tester pour des insuffisances rénales? Ça dépend de votre condition, de comment vous êtes, de votre santé. Ça dépend de votre santé. Donc, si vous avez un facteur de risque qui est augmenté, comme par exemple, il y a un historique dans votre famille d'insuffisance rénale, mais rien d'autre, une fois par an. Mais si, par exemple, vous avez des fonctions rénales qui sont à 30%, eh bien, les gens recommandent que vous ayez un test fait 4 fois par an. Donc, ça dépend vraiment de vos circonstances individuelles, du test que vous devriez recevoir combien de fois par an. Je pense que
Nous allons continuer. Veuillez, s'il vous plaît, continuer d'envoyer les questions dans la boîte de questions-réponses, hein. Nous aurons du temps à la fin pour plus de questions. Merci, Dr. Koppel. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Merci, Dr. Koppel. Et comme Gilles l'a dit, nous aurons du temps à la fin pour plus de questions. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter Cyril Muise. Cyril est un merveilleux bénévole dans notre communauté du rein et de la transplantation et de la greffe. Cyril a passé 2 décennies à faire du bénévolat à la Fondation du Rhin à Calgary depuis qu'il a reçu un diagnostic d'insuffisance rénale en 1998. Il a reçu une greffe de rein de la part de sa femme la même année. Il est un défenseur passionné de la recherche sur le rein, la prévention et les services de soutien aux personnes atteintes d'insuffisance rénale. Cyril est l'actuel président du conseil d'administration de la section du sud de l'Alberta pour la Fondation du Rhin. Cyril, c'est à vous. Thanks very much, Mike. Merci beaucoup, Mike. Good evening and merci, bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Pendant le temps que je vais passer avec vous, j'aimerais vous parler de mon expérience ainsi que des insuffisances rénales. La première fois que j'étais exposé à les insuffisances rénales, c'était lorsque j'avais 19 ans. Ma mère avait des problèmes d'insuffisance rénaux et elle était en dialyse. Malheureusement, elle était souvent à l'hôpital. Elle passait énormément de temps parce que la dialyse à l'époque était beaucoup plus difficile, hein. C'était, vous aviez un gros réfrigérateur qui devait être là et malheureusement, elle avait des changements chimiques qui se passaient dans son corps à chaque fois qu'elle était sous dialyse, hein. Sa vie, ça n'était pas très bonne, hein. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de cause connue d'insuffisance rénale, mais elle était diabétique de type 2. Et donc, c'est ce qui avait malheureusement fait cela. Mon parcours a commencé en 1997. J'avais été très actif dans ma vie, mais lorsque je commençais à vieillir, je me sentais toujours fatigué, moins d'énergie. J'avais un mauvais goût dans la bouche et je ne me sentais pas bien en général. Et donc, j'étais en train de construire une affaire avec des partenaires et donc qui me prenaient énormément de temps et pour lequel j'étais très stressé. Donc, je voyais mon généraliste qui n'avait pas remarqué que ma santé n'allait pas bien. Et donc, ça a commencé en 98, pardon. Je suis allé voir mon généraliste et j'ai reçu un traitement pour une petite maladie. Et donc, j'ai reçu des médicaments et ma santé a continué de se détériorer et ma femme s'inquiétait et elle a été voir son médecin, elle, pour voir s'il pouvait y avoir une deuxième opinion. Et moi, j'ai grandi lorsque ne posait pas de questions vraiment par rapport au médecin. Et donc, j'ai pris mon fils chez le médecin alors qu'il avait une angine et son médecin m'a demandé à propos de ma santé. Il m'a fait des tests sanguins pour voir si on pouvait trouver quelque chose qui n'allait pas. Je ne me suis pas inquiété, j'étais très stressé, je travaillais trop et évidemment, le médecin avait fait passer mes tests sanguins en urgence et je ne le savais pas. Lorsqu'elle a reçu les résultats, eh bien, ce jour-là, elle est allée voir son voisin qui était néphrologue et lorsqu'il a regardé les résultats de l'analyse sanguine, il a dit qu'elle était correcte pour une inquiétude pour des insuffisances rénales. Le lendemain, j'ai reçu un appel me demandant de venir le voir le plus tôt possible et je m'en souviens très très bien. Jusqu'à ce jour, c'était un mercredi matin et j'étais très occupé avec tout ce que je me disais que les médecins ne travaillaient pas le vendredi, donc j'allais y aller le lundi. Many things raced through my head at that Vous devez venir aujourd'hui avant midi. Il y a plein de choses qui se sont passées par la tête. Alors, je suis allé voir le néphrologue pour confirmer ce diagnostic de maladie rénale chronique. Alors, elle a appelé un autre docteur et si ce docteur n'était pas rentré en jeu, ma vie aurait pris un autre tournant. Alors, ces docteurs ont sauvé ma vie.
je me suis appris sur le parcours qui était devant moi. Et j'ai donc communiqué avec la Fondation du Rhin pour pouvoir avoir un peu de support. Cette fondation a répondu tout de suite avec de l'éducation, des matériaux, des documents sur la maladie. J'ai pu aussi discuter de mon diagnostic avec eux. Je savais que j'avais besoin de trouver une manière de contrôler cette maladie et de vivre la meilleure vie possible pour ma famille et pour moi-même. Donc, sans la fondation, j'aurais vraiment eu des problèmes pour faire face à toutes les choses qui étaient devant moi et qui arrivaient à une vitesse pas possible. Donc, vraiment, ce programme de support avait beaucoup de valeur pour moi. J'ai mis en contact avec des personnes qui étaient dans mon cas. Et donc, les connaissances et la compréhension de ce que je vivais étaient plus faciles parce que j'étais avec des gens qui me comprenaient. C'était vraiment un moment dans ma vie qui était compliqué. Et donc, j'ai eu une intervention en janvier. J'ai essayé de passer par la dialyse, mais mon corps ne tolérait pas la dialyse. Alors, j'ai aussi une fistule qui a été mise dans mon bras pour continuer avec les dialyses. Je ne voyais pas les dialyses comme une solution à long terme. Je voulais vivre d'une façon plus flexible. Donc, j'ai continué à faire des tests et j'ai été mise sur la liste de la transplantation. En 98, ma sœur a décidé de se faire tester, à savoir si elle était compatible avec moi. Elle était un match parfait pour moi, mais elle avait une condition prédiabétique. Donc, alors là, on s'est dit, il faut trouver une autre donneur. Ma femme en a aussi essayé, elle était de type O, et donc elle était compatible avec moi. On a eu de la chance. Avec les transplantations peuvent être faites sur des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes antigènes à cause des médecines anti-rejection. Nous avons pu donc subir, en 99, j'ai pu subir ce transplant et on appelle ça la journée du rein chez nous. Donc, durant les 23 années passées, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je n'ai pas eu de rejet. Je crois vraiment que je dois faire tout ce que je peux pour être responsable de ma propre santé. Je dois suivre mon régime médicamenteux. Je dois prendre mes médicaments au bon moment, les bons médicaments au bon moment. Des alarmes sur mon téléphone qui me le rappellent sans arrêt. J'ai des rendez-vous médicaux de suivi où je vais régulièrement. Je fais des tests sanguins très souvent et je sais lire les résultats de ces tests. Je fais des tests de tension artérielle. Mais maintenant, j'ai du diabète de type 2. Donc, je sais comment maintenir cela et vérifier mon taux de glucose. Et pour ça, j'ai quelque chose qui est déjà inséré dans mon bras pour pouvoir faire les vérifications souvent. Je réfère à ça comme alors, de comprendre les résultats et à savoir comment contrôler sa santé. On peut ainsi plaidoyer et j'encourage tout le monde à faire la même chose. Vous savez, ce n'était pas comme ça comme j'ai été élevée, mais maintenant, je crois vraiment qu'il faut apprendre à poser des questions à nos docteurs, à nos équipes de soutien, et qu'ils doivent nous donner les informations nécessaires et on doit se rendre responsable de la santé. Moi, je mets tout ça sur mon téléphone maintenant et je n'oublie rien parce que tout est dans mon téléphone. Je m'assure aussi que toutes mes questions sont répondues et que toutes les informations sont obtenues. Dans ma famille, sans ma famille, la fondation et mes docteurs, mon parcours n'aurait pas été aussi chanceux. Donc, je suis maintenant un volontaire à la fondation
Et je suis là quand il y a besoin d'assistante, quand quelqu'un a besoin. Cette fondation est donc une bonne ressource pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de maladie rénale chronique au Canada. Et nous, on sera toujours là pour les aider. Merci beaucoup. Thank you, Cyril, for sharing your story. Merci, Cyril, d'avoir partagé votre histoire. We have time for a question. Nous avons le temps pour une question maintenant, s'il y en a pour Cyril. Et je vais demander à Jill de venir. Si on voit les questions dans le chat, oui, Cyril, merci d'avoir partagé votre histoire. Oui, c'est un très bon exemple. C'est quelque chose dont le docteur a parlé tout à l'heure. Ça peut être vraiment une surprise pour beaucoup de personnes parce qu'ils n'avaient aucune idée que la maladie rénale allait leur poser des problèmes ou qu'ils allaient être malades. Et souvent, c'est trop tard. Alors, une question que nous avons, et vous en avez parlé, et déjà, quelqu'un qui est dans la même situation ou que cette personne a le pressentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a des problèmes de créatine ou que enfin, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a le profil de quelqu'un qui a une maladie rénale. Donc, vous pouvez parler un petit peu de comment vous conseillez les gens et comment vous vous adressez à ce problème. Comme je l'ai dit, avant, vous savez, dans le temps, on ne posait pas de questions comme ça aux docteurs. On pensait qu'ils avaient toutes les connaissances et puis qu'ils étaient toujours responsables, qu'ils étaient en charge, disons. Moi, j'ai appris malheureusement que ce n'est pas toujours le cas. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un qui est pour contrôler sa propre santé. Et pour faire ça, il faut poser des questions. Si on ne reçoit pas les réponses, alors là, il faut aller chercher une opinion. Parce que c'est critique maintenant de absolument prendre en charge sa santé et les soins qu'on reçoit. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, souvent, des fois, on laisse les autres prendre les décisions et c'est à son détriment. Donc, la chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est de prendre soin de soi, de sa santé, de manger sainement, de vivre sainement. La vie, pour moi, c'est tout en modération, si vous voulez. Donc, encore une fois, prenez sur vous et soyez responsable de votre propre santé. Awesome. Merci, Cyril. Très bien. Merci, Cyril. Merci beaucoup. People on here have seen Jill and heard her speak. Vous avez vu Gilles, vous l'avez entendu parler. Maintenant, j'aimerais vous la présenter. Gilles Gott de la Fondation canadienne du Rhin. Elle est directrice des programmes et des politiques publiques à la filiale du Sud de l'Alberta. Elle vous parlera des ressources et des informations qui seront à votre disposition. Merci, Mike. Avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de certains des services et programmes offerts par la Fondation du Rhin aux personnes qui cherchent à en savoir plus sur la santé des reins et les maladies rénales chroniques. Même si nous allons parler de certains de nos programmes qui sont plus en rapport avec ce sujet ce soir, la Fondation du Rhin fournit des informations et des programmes à un large éventail de personnes. Pour toutes ces personnes qui sont curieuses au sujet des reins et des dons d'organes et de tissus, jusqu'aux personnes qui reçoivent un traitement par dialyse. Vous pouvez toujours visiter notre site web à kiné.ca pour découvrir toutes nos informations, nos programmes et nos efforts de défense des droits. Il y a aussi des liens et des codes QR sur certaines diapositives. Mais toute cette information peut être trouvée sur notre site web kiné.ca. Nous vous invitons également à communiquer avec votre succursale locale de la Fondation du Rhin. Vous en trouverez à travers tout le pays. Vous pourrez discuter avec nous de toutes questions que vous pourriez avoir. Alors, la Fondation du Rhin fournit des informations et des ressources sur de nombreux sujets. Notre site web est une excellente plaque tournante pour toutes sortes d'informations. Nous avons aussi des copies numériques et de papier de toutes les brochures, des fiches d'information et des manuels pour les patients. Alors, chaque Canadien ayant reçu un diagnostic d'insuffisance rénale chronique reçoit gratuitement une copie papier du manuel patient de la Fondation du Rhin par l'intermédiaire de la clinique. Ces livres sont également accessibles en format numérique sur le site web pour tout le monde.
Si vous préférez obtenir vos informations par téléphone, communiquez avec votre succursale locale et nous serons heureux de vous fournir tous les renseignements que vous cherchez. Vous envoyez des courriels ou vous les mettre même au courrier et vous les envoyez à domicile. La Fondation du Rhin propose une série de webinaires éducatifs comme celui-ci qui couvre des tas de sujets liés à la santé rénale. Certains de ces sujets parlent de la santé rénale, du diabète, des maladies rénales. Vous pouvez encore une fois aller sur kidney.ca pour accéder aux enregistrements des webinaires précédents. D'ailleurs, celui-ci sera publié sur le site web aussi. Un autre programme que nous aimerions mettre en avant, c'est notre cuisine communautaire pour les reins. Certains d'entre vous ici ce soir ont peut-être été diagnostiqués avec un certain niveau de maladie rénale et ont été informés par leur équipe soignante qu'ils devraient adapter leur régime alimentaire. Ce site web, Kidney Community Kitchen, est soutenu par des diététiciens spécialisés dans les maladies rénales et gratuit, facile à utiliser, et il est là pour rendre l'alimentation et la cuisine facile et amusante pour les personnes qui en ont besoin. Ça comprend une foire aux questions, un planificateur de repas, et vous pouvez aller visiter ce site à kidneycommunitykitchen.ca, comme vous le voyez à l'écran. On a dit tout à l'heure aussi qu'il y avait des maladies rénales qui présentaient aucun symptôme et que de nombreuses personnes ne savent pas qu'elles sont atteintes avant d'avoir perdu la plupart de leur fonction rénale. La Fondation a mis au point un tool de sensibilisation au risque en ligne pour déterminer si vous êtes à risque de développer une telle maladie. En sachant plus sur la maladie, la cause et les facteurs de risque, vous comprendrez mieux comment protéger et préserver votre fonction rénale. Comme on l'a dit et le docteur l'a dit tout à l'heure, après la présentation, prenez quelques minutes, répondez à ce questionnaire avec ces 10 questions, par oui, par non. Ces réponses vous aideront à savoir si vous devez parler à votre médecin et vous devez faire contrôler votre fonction rénale. L'outil de sensibilisation se trouve sur notre site web. Prenez le temps de répondre aux questions. Partagez le lien avec votre famille et vos amis. La Fondation du Canada est là pour vous. Quand vous voulez, vous pouvez nous appeler. On sera heureux de vous aider. Et bien sûr, encore une fois, vous pouvez aller sur le site web kidney.ca. Très bien, Gilles. Merci. Maintenant, on aimerait vous entendre. On a 10 à 15 minutes et on a déjà des questions. J'invite nos panélistes à revenir devant leur caméra. Et si on ne peut pas répondre à votre question, vous pouvez toujours contacter votre branche locale de la Fondation du Rhin. Pour les questions d'ordre médical, s'il vous plaît, adressez-vous à un médecin. Gilles, vous avez des questions? Oui, nous avons quelques questions. Alors, il y en a un petit peu sur tous les sujets. Ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de rassembler des questions sur la chose qu'il fallait faire pour conserver une bonne santé rénale. Mais en général, c'était le thème de beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut conserver une bonne santé rénale? Alors, par exemple, boire de l'eau chaude avec du jus de citron. Alors, vous voyez, vous pouvez commenter là-dessus. Quelles sont les choses à faire? Alors, tout d'abord, je vais parler des médicaments prescrits d'abord. Il y a un groupe de médicaments qui s'appelle angiotensine. Ce sont des inhibiteurs ou des S-inhibiteurs. Ils sont des bloqueurs. Ça s'appelle les ANB. Et un exemple, par exemple, ça finit en quil, Purinduquil. Vous savez, tous les médicaments qui se terminent en quil, ARB. Alors, il y en a d'autres qui finissent en artine ou sératine. Alors, par exemple, homosératine, chirasenatine. Ces deux groupes de médicaments font deux choses très, très importantes. Ce sont des médicaments pour la tension artérielle, mais aussi un effet unique sur les reins pour diminuer la pression qui sort de l'unité de filtrage. Et si on fait ça, on permet à ce filtre de fonctionner très longtemps. Donc pour les médicaments pour ralentir la progression, alors, encore une fois, si vous êtes sur des médicaments sur la tension artérielle, à moins que vous soyez allergique ou à moins que vous ayez trop de potassium, vous devriez être sur un de ces médicaments. Donc, un autre groupe de médicaments
des médicaments récents qui ont montré une diminution de la progression, même un arrêt de la progression. C'est un groupe qui s'appelle gliflozine. Par exemple, alors canagliflozine, empagliflozine. Ça se termine en gliflozine. Ce sont des médicaments qui ont été mis sur le marché pour traiter le diabète. Ce n'est pas vraiment des bons médicaments pour le diabète, en fait. Ils sont bien mieux pour traiter les problèmes cardiaques ou pour prévenir les problèmes cardiaques et pour aussi ralentir ou même arrêter la progression des maladies rénales. Le problème avec ces médicaments, malheureusement, c'est qu'ils ne sont pas dans toutes les provinces, ils ne sont pas dans les formules pour les personnes qui ont des maladies rénales qui ne sont pas diabétiques. Ils font partie des traitements pour les personnes qui ont des maladies rénales mais qui ont du diabète, mais pas pour les autres. Donc, vous voyez, si alors, donc, ce sont des médicaments qui ne sont pas forcément prescrits si vous n'avez pas de diabète. Donc, il faudrait peut-être que vous payiez pour ces médicaments. Ces médicaments sont donc très bons pour ralentir la progression de la maladie rénale. Alors, on parlait des acides gras aussi. Alors, bon, ces médicaments vont peut-être aider votre tension, votre cholestérol, mais pas forcément pour le reste. Alors, si vous prenez 2 portions de poisson un peu plus gras par semaine, vous allez peut-être pouvoir aider, ou de toute façon, c'est meilleur pour vous, mais bon, ce n'est pas non plus la cure. Ah oui, le truc sur le jus de citron, peu importe si vous buvez le jus de citron avec de l'eau chaude ou de l'eau froide, vous faites comme vous voulez, ça n'a pas de différence. Alors, ça dépend de combien vous allez boire. Alors, bien encore une fois, ça dépend. Si vous avez des calculs rénaux, c'est au moins 3 litres par jour. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas de calculs rénaux, vous buvez quand vous avez soif, hein, c'est tout. Alors, vous savez, 8 verres d'eau par jour, c'est magique. Et en fait, non, c'est un mythe. Il faut boire quand on a soif. Alors, si on est né avec un seul, si on est né avec un seul rein, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir MRC, donc la maladie rénale chronique? Non, pas plus. Si on a un seul rein et qu'on est en bonne santé, vous n'avez pas plus de risque d'avoir la MRC. Vous avez dans ce cas-là, si vous avez en fait, vous pouvez survivre sur un tiers d'un rein sans avoir de dialyse. Si vous n'avez qu'un seul rein et que vous n'avez pas tous ces facteurs pour avoir des maladies rénales chroniques, ça va aller, tout va bien. Alors, quand on parle des dialyses, sur l'hémodialyse, combien de temps une personne peut-elle vivre sur l'hémodialyse? Ça dépend de plusieurs facteurs. Alors, est-ce que ces personnes prennent leurs médicaments comme ils ont été prescrits? Est-ce qu'elles suivent leur régime? Qu'est-ce qu'ils font entre les traitements? Alors, ça dépend. Pour une personne comme moi qui pratique la néphrologie maintenant depuis 30 et quelques années, j'ai vu des patients sur dialyse pendant 28 ans. What's the ideal blood pressure Quelle est la tension artérielle idéale après une greffe de rein? C'est une bonne question. La pression artérielle, c'est moins de 140 sur 90. Ça dépend évidemment de ce que vous avez d'autre. Est-ce que vous avez peut-être développé un type de diabète après la greffe? Mais encore une fois, ça dépend de l'individu. Et si l'artère, donc les vaisseaux sanguins qui sont attachés à l'artère dans votre pelvis, eh bien, si cette artère est un peu trop
étroite, eh bien, vous aurez une tension artérielle qui sera un petit peu plus haute et donc le sang n'arrivera pas correctement au rein. Et donc, ça dépend vraiment de la personne, hein. Ça dépend des circonstances individuelles. 140 sur 90, c'est vraiment c'est là où les gens, la plupart des gens sont. Même chose, encore une fois, une autre question par rapport au niveau. On a parlé des niveaux GFR. Donc, quel niveau est bon et quel est trop bas au niveau de vos fonctions rénales minimum? Donc, il y a différentes étapes dans les maladies et dans les insuffisances rénales, hein. Et donc, si vous avez 100% de fonction rénale, et vous avez, par exemple, une maladie rénale, une insuffisance rénale au numéro 1, au stade 1, d'accord? Donc peut-être vous avez du sang dans l'urine ou peut-être vous avez des cystes dans votre rein. Si vous êtes au stade 3, ça veut dire que vos fonctions rénales sont entre 30 et 59%. Et donc le stade 3B, ça serait donc jusqu'à de 30 à 45. C'est là où vous voulez vraiment vous concentrer sur des méthodes pour ralentir l'augmentation des fonctions rénales. Le stade 4, c'est moins de 30% de fonctions rénales. 15%, c'est donc insuffisance rénale, c'est stade 5. Et donc, on appellera ça une maladie rénale, hein. Mais les gens ne commencent pas la dialyse ou ont besoin de dialyse à moins qu'ils soient à 6% de fonction rénale. Donc, quand est-ce que vous commencez à vous en inquiéter? Eh bien, encore une fois, ça va dépendre de vos circonstances individuelles. Et donc, il n'y a pas c'est pas noir et blanc, hein, lorsqu'on en vient à votre santé. Il y a beaucoup de choses qui sont entre le noir et le blanc, hein, donc qui sont grises. Si vos fonctions rénales sont stables, eh bien, 30%, c'est très bien. Si vos fonctions rénales peut-être sont bonnes, peut-être que 25%, si vous êtes en bonne santé, ce sera 25%. Mais si vous êtes à 59% et vous étiez à 59% et vous baissez de 5% par an, eh bien, ça ne va pas. Donc, à 59%, il y a quelque chose sur lequel vous devrez vous inquiéter, à moins que vous soyez stable à 25 ou 30. Donc, ça dépend encore si les choses changent ou pas, si le pourcentage de fonction rénale change ou pas, ou si c'est stable. Donc, une autre question qui vient d'arriver, qui est en relation avec ce qu'on vient de dire, la question est, à part les généralistes, vers qui peut-on se tourner pour les maladies rénales? Donc, quand voyez-vous un spécialiste et comment est-ce que vous y avez accès à ces spécialistes, aux néphrologues? Il y a des lignes directrices, hein, pour les néphrologues et les lignes directrices de référence dépendent d'un certain nombre de choses, hein. Pour les maladies rénales chroniques, si vous avez moins de 30% de fonction rénale, vous devriez voir un spécialiste du rein. Si vous êtes stable, hein, même si vous voyez le spécialiste qu'une fois, eh bien, on vous renverra vers votre généraliste. Si vos fonctions rénales est en train de baisser de plus de 5% par an, vous devriez voir un spécialiste du rein. Si vous avez des protéines dans dans l'urine, eh bien, il faudra voir un spécialiste du rein. Si vous avez peut-être un manque, vous avez des problèmes aigus de fonction rénale, à ce moment-là, vous devriez voir un spécialiste du rein. Donc, la plupart des généralistes, hein, le savent, ils ont accès à ces spécialistes, hein, ils savent vers qui vous envoyer. Une question en ce qui concerne le cancer du rein. Si quelqu'un est au stade 1 de cancer du rein, est-ce qu'il vaut mieux enlever le rein rapidement? Eh bien, vous savez, le cancer du rein n'est pas l'expertise d'un néphrologue, n'est-ce pas? Le cancer du rein, c'est un urologue que vous devriez voir. Un urologue, c'est la personne qui s'occupera de tout ce qui est lié aux besoins urinaires. Néphrologue, c'est tout ce qui est médical, comme la dialyse, etc. Donc, cette question est peut-être mieux pour un urologue que pour moi en tant que néphrologue.
right. So, Alors, la question qui est en relation avec les infections du rein dont vous aviez parlé plus tôt, et la personne qui dit que vous aviez mentionné qu'il fallait faire très attention aux infections rénales, surtout si on est diabétique. Mais si quelqu'un n'est pas diabétique, est-ce qu'ils doivent aller se dépêcher pour aller chercher des antibiotiques aux premiers symptômes? Donc, peut-être quelqu'un a beaucoup d'infections rénales. Est-ce que c'est infection de la vessie, pardon. Ouais. Donc, oui, les infections de la vessie, ce n'est pas nécessairement dû à une infection, surtout sur les femmes un peu plus âgées. Les femmes un peu plus âgées qui est périmonopause, eh bien, ça pourrait être des symptômes qui soient attribués. Et donc, il y a à une certaine maladie. Donc, il y a des traitements qui existent pour ça. Il y a des thérapies qui sont bonnes pour cela. Et donc, les gens devraient savoir s'ils ont une croissance de bactéries dans l'urine. Et quelquefois, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques, hein, surtout si vous n'êtes pas diabétique. En augmentant les liquides que vous buvez, le plus vous urinez, le plus vous débarrasserez de ces bactéries dans votre vessie sans avoir à prendre d'antibiotiques. Il y a des gens qui disent que le jus de cranberry, hein, donc ça va diminuer les risques de canneberge, pardon, va réduire le risque d'avoir des maladies rénales. Donc, il y a des gens pour lesquels ça fonctionne. Le canneberge, pas le jus de canneberge, pas. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que c'est trop sucré. Donc, bon. Il y avait une question sur du jus de fraise, hein. Donc, encore une fois, on en revient plus ou moins à ça. Est-ce que ça prévient les infections? Est-ce que ça empêche les infections ou la fonction des reins, hein. Donc, okay. donc le jus de cerise aigre, c'est quelque chose dont qui n'a pas prouvé, qui n'a pas été prouvé, hein. Donc, ça a été utilisé, excusez-moi, l'interprète s'excuse, ça a été utilisé pour, en effet, essayer de prévenir les infections et les problèmes rénaux. Alors, juste si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans la boîte de questions-réponses en bas. Alors, ça, c'est une question à deux volets, n'est-ce pas? Alors, nous allons répondre à la première question d'abord et la deuxième sera pour vous, d'accord? Et ça, c'est en ce qui concerne les greffes de reins et les médicaments immunosuppresseurs, hein. Quelqu'un qui a eu une greffe il y a 33 ans, en 1989, mais qui a eu du mal depuis les 7 dernières années avec les effets secondaires des immunosuppressants. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres patients de greffe à long terme avec lesquels on peut peut-être se mettre en relation? Oui, absolument. Donc, la Fondation du Rhin, à travers le Canada, offre des programmes qui s'appellent Kidney Connect, donc Rein Connect, hein. Et donc, il y a des membres qui sont donc dans ce groupe. Si les gens veulent apprendre et savoir ce qu'est ce programme, eh bien, vous pouvez venir vers moi. Vous pouvez appeler votre branche locale de la Fondation du Rhin. Et donc, c'est pour recruter, pour former des bénévoles. Ce sont des gens qui vivent avec des insuffisances rénales et qui sont prêts à partager leur expérience. Oui, donc s'il vous plaît, oui, venez vers nous et nous serons très heureux de vous aider avec ça. Et la deuxième question en relation à ce sujet, et peut-être vous n'aurez pas la réponse à cela, Dr. Koppel, combien de recherches est fait sur les effets à long terme des médicaments immunosuppressants et que peut-on y faire? Eh bien, je ne connais pas nécessairement les effets à long terme de ces immunosuppressants, mais il y a évidemment toujours des effets secondaires de médicaments, de drogues, hein. Et donc, c'est ce qui stimule les recherches. Il y aura une stimulation des recherches s'il y a beaucoup de questions posées à ce sujet-là. That the participant has been experiencing will no longer. Eh bien,
ne sont plus des problèmes pour les candidats à une greffe à venir. Et donc, ça serait peut-être pour les participants qui ont des effets secondaires présentement. Mais avoir une greffe depuis 33 ans, c'est une réussite formidable. Et j'espère que ces effets secondaires peuvent être gérés par cet individu. Juste deux autres questions. Est-ce qu'il y a une relation entre des greffes du rein et des problèmes de pancréas? Est-ce que vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît? Y a-t-il une relation entre une greffe du rein et des problèmes du pancréas, liés au pancréas? Alors, autant que je le sache, non. Je pense que cette personne je pense que cette personne n'a pas de diabète, n'est pas diabétique. Question que quelqu'un avait, peut-être je n'avais pas très bien compris ou n'avais pas bien entendu. Vous aviez dit que les gens qui avaient des calculs rénaux devraient boire 2 à 3 litres d'eau par jour. C'est ça que vous avez dit? Non, non. Ce que j'ai dit, c'est que les gens qui ont des calculs rénaux devraient boire 3 litres d'eau par jour. Voilà ce que j'ai dit. Ah, je vois juste, pardon, votre main a été levée. En ce qui concerne les médicaments immunosuppresseurs, et donc si vous avez une autre question à ce sujet, hein, vous savez, pendant 23 ans et demi, j'ai eu des changements. Hein, il y a des changements qui se sont produits. Et il y a des médicaments anti-rejet qui sont là. Donc, il faut travailler avec votre équipe de greffe et avec votre réseau de soutien pour peut-être enquêter, pour savoir s'il y a des choses qui pourraient être peut-être paramétrées d'une façon différente. Hein. Je peux vous dire qu'il y a quelques médicaments pour moi que je ne tolère absolument pas. Et donc, je pense que chaque régime sera différent, chaque thérapie sera différente pour chaque individu. Donc, je vous encourage à vous diriger vers votre équipe de greffe et poser la question. C'est, comme je l'ai dit plus tôt, moi, je suis un militant de poser des questions constamment. Hein. Voilà, c'est ça que je vous encourage à faire. Nous avons une question qui est en relation avec ça, sur laquelle on peut peut-être rebondir. Quelqu'un qui dit que leur médecin n'est pas trop encourageant pour peut-être faire des tests pour des insuffisances rénales et ils pensent qu'ils ont un peu mal au niveau rénal. Et donc, c'est intéressant d'avoir la perspective de quelqu'un qui souffre probablement d'une maladie rénale et la perspective d'une médecin. Oui, donc pour moi, encore une fois, je poserai la question. Pourquoi? Comme disait le docteur Capel, il y a des tests tout à fait simples qui peuvent être faits. Et le premier, une douleur, là, c'est un des premiers signes qu'il y a un problème qui peut malheureusement passer à un stade supérieur. Donc, il faut faire des prises de sang régulières. Hein, et je peux dire peut-être, j'encourage pour avoir confiance en vous, pour savoir que vous allez bien. Et donc, pour cette personne, s'il y a un facteur de risque pour des insuffisances rénales, eh bien, c'est dans les reins n'ont pas vraiment nécessairement, vous n'allez pas ressentir de douleur vraiment avec les reins. Si vous ressentez une douleur, c'est lorsque vous avez un calcul rénal ou si le rein est bloqué pour une raison ou pour une autre. Autrement, les reins ne sont pas douloureux hein, et ils sont très résistants à la douleur. Et j'ai un oncle qui a eu une greffe rénale et il n'avait pas de douleur. Et donc, peut-être il faut le faire une évaluation de risque et savoir quels étaient les résultats et aller voir leur généraliste et leur dire, regardez, j'ai un facteur de risque pour des insuffisances rénales et je veux avoir une prise de sang pour que ça soit testé, ainsi que mon urine qui soit testée. Voilà,
pense qu'il y a encore il y a 3 questions qui sont arrivées en même temps, juste pour réitérer combien d'eau vous devez boire lorsque vous avez 40 ans, lorsque vous n'avez pas de calcul rénaux. Donc ça apparemment, c'est resté dans la tête des gens, cette histoire de boire tant de litres par jour, hein. Donc si Okay. vous n'avez pas de calcul rénal. Donc, si vous êtes plus jeune, vous devriez boire 3 litres de fluide, d'eau par jour, n'est-ce pas? Si vous êtes un peu plus âgé, hein, donc si vous avez 70 ans, par exemple, hein, donc With the 70-year-old, depending avec une personne de 70 ans, suivant quel autre médicament ils prennent, eh bien, ils devraient probablement boire 2 litres d'eau par jour. Parce que la personne de 70 ans peut-être prend une pilule d'eau, hein, ce qu'on appelle hypochlorothiazide. Eh bien, ça, c'est un médicament qui est utilisé pour le traitement des insuffisances rénales. Donc, quelqu'un qui prend ce médicament à 70 ans ne devrait pas boire ce montant d'eau. Et si quelqu'un se préoccupe du montant d'eau qu'ils boivent et s'ils ont des calculs rénaux et si vous allez voir peut-être un urologue pour votre problème de calculs rénaux, eh bien, un néphrologue s'occupera des calculs rénaux s'il y a eu des calculs rénaux multiples, encore et encore. Donc, ce sera combien de fluide vous devriez boire? Eh bien, cette question devrait être posée à votre urologue parce qu'encore une fois, la situation de chacun est unique et est individuelle. Et donc, comme Mike l'a dit, nous devons faire très attention que nous ne donnons pas de conseils médicaux pour des problèmes qui sont liés à chaque individu. Oui, merci. Donc, juste d'autres questions supplémentaires. Juste pour rappeler à certaines personnes qui ont des questions beaucoup plus spécifiques quant à leur cas en particulier ou des médicaments peut-être qu'ils prennent, je vais peut-être peindre un paysage un peu plus large là-dessus, n'est-ce pas? Parce que c'est peut-être un peu trop spécifique comme question. Donc, s'il vous plaît, allez voir votre généraliste et posez-leur la question. Alors, ça, c'est au début de votre présentation, Dr. Capel, vous avez parlé de peut-être, l'interprète n'a pas entendu la question, excusez-moi. Des médicaments que le médecin leur a donnés, est-ce que vous avez des médicaments les médicaments qui finissent par TAN, vous savez, vous aviez parlé de ça plus tôt. Donc, on a des médicaments, donc ce qu'on appelle ARB, et donc ça, c'est un médicament qui est très très bon pour la tension artérielle, ARB. Alors, question à propos de l'exercice. Donc, évidemment, de l'exercice régulier, c'est bon pour les reins et puis, en général, pour la santé en général, hein, comme vous l'avez dit. Mais cette personne dit que surtout des exercices forts qui peuvent augmenter la créatinine dans le sang. Est-ce que peut-être vous parlez de l'exercice et que ce ne serait pas nécessairement bon, des exercices forts ne seraient pas très bons pour les reins? Alors, vous ne devriez pas faire un examen ou un test de vos fonctions rénales après avoir fait un exercice robuste. Donc, et ça, c'est parce qu'en effet, la créatinine remonte lorsque vous faites un exercice robuste, plus fort. Mais si vous faites l'exercice un peu plus fort et que vous ne faites pas un test au niveau des fonctions rénales juste après et que vous êtes normal, eh bien, il n'y a pas de problème, à moins qu'il y ait d'autres raisons pour lesquelles vous ne devriez pas faire des exercices plus contraignants, on va dire. Alors, encore une fois, est-ce que je veux juste faire une apostrophe avec ça, hein. Donc, des exercices plus forts, on va dire peut-être vous faites attention avec les médicaments que les stéroïdes. Attention, faites attention avec ça, hein, parce que vous avez beaucoup de protéines qui sont inclus dans ce genre de choses qui peuvent endommager les reins, hein, c'est clair, hein.
How much water should you drink? Si vous n'avez pas de calcul rénaux, combien d'eau devriez-vous boire? Et je pense que la réponse, ce serait si vous avez soif, eh bien buvez. Alors, très bien. Il y a 2, 3 questions sur des kystes rénaux. Si on a des kystes, est-ce que ça peut causer la MRC? Est-ce que ça peut causer un échec rénal? Alors, si on a de la pression, une tension artérielle élevée, oui, il arrive qu'on développe des kystes sur les reins. Alors, certains de ces kystes peuvent grandir rapidement, mais rarement cause-t-il un échec rénal. Vous pouvez nous parler du diabète qui est provoqué par les stéroïdes, prednisone, par exemple. Alors, vous savez, on n'a pas besoin d'être un patient d'une transplantation pour prendre la prednisone. Vous pouvez avoir de la prednisone pour d'autres raisons. La prednisone, vous pouvez la prendre parce que vous avez un ulcère, vous avez un problème d'intestin. Est-ce que ça provoque du diabète? Bon, ben, c'est pas forcément vrai. Je pense que c'était notre dernière question. Je vous remercie, docteur. Oui, alors, très bonne question en tout cas. Excellente. Très bien. Alors, merci, docteur, et merci à tous. On arrive donc à la fin de notre webinaire. On aimerait encore une fois remercier le docteur Capel et Cyril d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Si vous souhaitez être informé des prochains webinaires et d'autres événements comme celui-ci, allez voir notre bulletin d'information de notre Fondation du Rhin et vous pouvez contacter la branche locale. Vous allez voir un court questionnaire ou sondage qui s'affichera à la fin du webinaire. Veuillez prendre quelques minutes pour le remplir afin de nous aider à améliorer notre série de webinaires. On vous remercie tous d'avoir participé et bonne soirée et bonne nuit.